Tous les jours, je me lave les dents 2 fois, parfois 3, parfois 4, ça dépend si je dois montrer à ma fille ou si je vais chez le dentiste. Je me lave 2 fois, une fois une douche et une fois une toilette de chat. Je me déshabille 2 fois pour m'habiller 2 fois, pyjamas et habits. Je bois 3 à 4 cafés, parfois 7. Je vois en moyenne entre 10 et 20 patients différents par jour. J'allume et j'éteins une fois mon ordinateur. Je m'arrête en moyenne 12 fois au feu rouge et je recharge mon iPhone une fois pour pouvoir le déverrouiller en moyenne 118 fois par jour pour pouvoir le regarder pendant 6h18. 6h18. Toute substance ou activité source d'addiction a été créée dans le but qu'on devienne complètement dépendant et le plus inconsciemment possible. Point. Peu importe que les intentions d'origine aient pu être nobles, la finalité, c'est notre dépendance. Et donc, à travers cette dépendance, l'enrichissement des gens qui ont créé la substance ou l'activité. Les mécanismes cérébraux d'addiction sont en réalité très simples. C'est la libération d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. C'est la notion de récompense. Puisque la sensation de plaisir est quelque chose d'agréable, eh bien, on a la fausse idée qu'on est en train de faire quelque chose de bien pour nous. Parce que c'est agréable. Et tout ça, c'est dans le système nerveux autonome, c'est totalement automatisé, on n'en a pas du tout conscience. Et quand on en prend conscience, c'est trop tard. Le fumeur a une dose de plaisir à sa dose de nicotine, il se sent libre de pouvoir fumer, de pouvoir soit s'isoler, soit se rassembler avec d'autres personnes. L'alcoolique, comme le toxicomane, se libère de ses angoisses du monde réel à travers la substance qui lui procure un plaisir, et tous ces cercles vicieux sont des cercles de dépendance. Alors non, je n'exagère pas quand je parle de smartphone et d'alcoolisme dans la même phrase. C'est la même chose avec le jeu, c'est la même chose avec la bouffe. Personnellement, avec le smartphone, j'aimerais savoir à quel point je suis addict. J'aimerais savoir à quel point le sevrage est difficile. J'aimerais savoir quels sont les effets, quels sont les impacts sur ma santé physique et sur ma santé mentale. Et j'aimerais aussi savoir quelles sont éventuellement les leçons à tirer. Mon ami Nicolas, que vous connaissez sous le nom de Monsieur Clavicule, et moi avons donc décidé de nous passer de smartphone pendant 30 jours. Aujourd'hui, c'est la fin du challenge. Je récupère mon iPhone et j'ai vécu le truc en 3 phases. Mais avant, il y avait des règles. La règle n'est pas de ne pas utiliser de téléphone. La règle, c'est de ne pas utiliser de smartphone pendant 30 jours. Donc, d'avoir quand même un téléphone qui permet des SMS, qui permet des appels, mais un téléphone à clapet des années 2000, à l'ancienne. Pour moi, c'est un peu particulier, je n'ai pas eu besoin d'apprendre à utiliser le téléphone puisque c'est un de mes anciens téléphones. Je suis assez conservateur, je garde les trucs qui symbolisent quelque chose pour moi. Et c'est un téléphone que j'ai acheté en 2005. Il a juste fallu acheter un petit adaptateur pour la puce, parce que maintenant ce sont des nano SIM, et à l'époque c'était des SIM classiques. Les 2 règles sont donc les suivantes. Interdiction d'utiliser des méthodes de substitution pour toutes les applications qu'on appelle mobile first, c'est-à-dire WhatsApp, Instagram sont des applications qui ont été créées pour être utilisées sur smartphone, on peut les installer sur l'ordinateur, mais c'est interdit. Deuxième règle, on ne va pas se mettre en danger. S'il y a la notion d'urgence, on a le droit d'utiliser son smartphone en changeant les puces. Et par urgence, on entend impossibilité totale de faire autrement, c'est-à-dire des choses qui ont pu m'arriver 4 ou 5 fois pendant le mois. Exemple, être totalement perdu en voiture dans la montagne sans GPS, avoir besoin de trouver un médecin ou un laboratoire d'analyse en urgence sans ordinateur et sans téléphone, trouver le numéro d'un patient qui est dans l'iPhone parce que sa mère est en train de faire un accident vasculaire dans le cabinet, bref, des trucs urgents, vitaux. La première étape de ce challenge a été une accumulation de moments de vide, extrêmement déroutant et un peu déprimant. La logique de l'addiction voudrait absolument, par tous les moyens, combler ce vide par d'autres addictions, par des méthodes de substitution, essentiellement d'autres addictions, le jeu, la bouffe, etc. J'ai décidé de me forcer à ne pas combler ces moments de vide alors que c'était extrêmement désagréable. Mais le raisonnement, d'un point de vue rationnel, c'est pas du vide. C'est l'absence de stimulation. Et c'est pas exactement la même chose. Si on prend l'exemple des enfants, pendant qu'ils grandissent, la science est formelle, leur cerveau a besoin de moments de non-stimulation externe. Alors pourquoi pas les adultes? Et surtout, pourquoi les adultes le font-ils de manière complètement frénétique? Ces moments dont on parle sont des moments qui semblent vides. En réalité, ce sont des moments qui sont extrêmement riches en stimulation de l'imaginaire. Avant ce challenge, et pour 2 raisons auxquelles j'avais un peu réfléchi auparavant, j'étais à 2 doigts d'arrêter de partager mes réflexions et de partager mes connaissances sur cette chaîne. La première raison est la perte quasi totale d'imagination ou de créativité. Et la deuxième est en lien avec la course frénétique à la reconnaissance et ou à la notoriété. 2 trucs totalement insupportables auxquels je ne trouvais pas d'issue. La première est donc une sorte de pollution du contenu
que je consomme, qu'on consomme quotidiennement. Quel que soit le domaine, quels que soient les créateurs, il y a une course effrénée, une course délirante pour capter au mieux, le plus longtemps, votre attention. Et ces gens-là, c'est leur métier. Et il y a un truc qui est terrorisant, c'est de réaliser que, même sans smartphone, on est complètement inondé de contenu qui nous dit quoi faire, quoi penser, quoi acheter, et 2, qu'on bouffe 10 fois plus de ce contenu qui nous dit quoi faire, quoi acheter, quoi penser, quand on utilise nos téléphones. Comme si ça ne suffisait pas. Dans cette deuxième phase, j'ai tourné, produit et posté 4 vidéos sur YouTube. J'ai écrit 8 autres scripts de vidéos. Et surtout, mon esprit respire. Mon cerveau crée à nouveau. Il s'interroge, il analyse, il synthétise. Et tout ça avec une créativité que je pensais essoufflée, que je pensais perdue, sans même savoir pourquoi. Ensuite, quand je parlais de course à la reconnaissance, à la notoriété, il y a cette disparition totale de vérification compulsive des likes, des followers, qui touche absolument tous les créateurs de contenu. Qu'on se le dise, aucun producteur télé, réalisateur de films, producteur de films, politicien, même médecin, se désintéresse de l'impact médiatique et ou financier que son activité engendre. C'est la statistique qui guide sa stratégie, sa ligne éditoriale, son business plan, et qui guide son attitude. Et on peut en perdre un petit peu ou complètement les motivations de base et la clairvoyance qui sont nécessaires à la notion de sincérité. La fin de cette phase est marquée par 2 choses que je réalise consciemment. La première, c'est que tout le monde est bloqué dans ses applications, soit de manière compulsive, soit par habitude, soit par stimulation via les notifications, soit par phénomène de FOMO, qui veut dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de louper un truc. Même si c'est pas vraiment une peur, même si c'est plutôt un désir, une pulsion d'avoir sa dose de dopamine, mais ça illustre parfaitement le phénomène de voyeurisme et d'ultra-consommation et de dépendance à des choses parfaitement inutiles. Et la deuxième chose, c'est d'avoir fait une sorte de sevrage de vérification d'audimat. Et ça, j'ai pu le réaliser en m'extirpant de mes habitudes. Tout ça, ça doit servir pour moi de pilier conscient, de sérénité, de sincérité et de santé mentale. Vivre avec une R19 sans climatisation ni direction assistée en 1991, c'est tout ce qui est de plus normal. En 91, on attend d'une voiture qu'elle nous amène d'un point A à un point B, avec un peu de confort, avec des roues qui tournent, et peut-être avec un petit peu de musique. Mais là, pendant ce challenge, en réalité, je suis en train de vivre avec une R19, alors que ça fait 10 ans que je roule en Tesla. Et surtout, que tout le monde roule avec cette Tesla. Dans cette dernière phase, mon sevrage est extrêmement productif. J'ai pu faire des choses que je pensais totalement impossibles d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue disponibilité mentale. En 2 semaines, j'ai travaillé 20% de plus au cabinet, j'ai regardé 7 films, j'ai créé 6 vidéos, j'ai lu 3 livres, j'ai quasiment fini la formation que je vais lancer à l'été, j'ai dormi comme un bébé, le tout avec 2 paramètres invraisemblables. Je me sens moins fatigué et je me sens plus disponible. C'est très difficile à expliquer cette sensation d'être disponible. Je suis prêt à lancer une discussion, je suis prêt à recevoir une discussion, je suis prêt à écouter de manière exacerbée par rapport à d'habitude. D'une manière générale, je suis quelqu'un d'assez actif qui est toujours prêt à faire quelque chose, mais là, c'est plus serein, c'est plus cool, alors que je fais encore plus de trucs. C'est un peu cocasse d'ailleurs, et je vais vous expliquer pourquoi, de réaliser qu'on est encore plus disponible alors qu'on est moins joignable. Explication. Prenons l'exemple d'un échange WhatsApp. J'envoie un message vocal à Nicolas à 20h37 en fermant le cabinet. Il me répond soit instantanément, soit un quart d'heure plus tard, pendant que je conduis par exemple. Et là, peu importe que j'ai eu la notification de sa réponse. Mon esprit sait qu'il doit laisser la case de la discussion ouverte. C'est un truc constant, c'est une sorte d'épée de Damoclès de discussion. Et donc mon esprit doit garder une vigilance. Alors 2 options, hein. Petit 1, s'il me répond immédiatement et que moi je fais de même, on sera par conséquent en train tous les deux de perdre du temps des 2 côtés. Alors pourquoi perdre du temps ? Parce que ce qui s'échange en 10 minutes par SMS peut s'échanger en 1 minute avec un appel. Et en plus, l'appel, lui,
permettra d'avoir des vraies réactions, d'avoir le ton, d'avoir une sincérité à un début et surtout une fin. Ou alors option 2, on se répondra quand on aura du temps, mais ça veut dire que jusqu'au coucher ou jusqu'au lendemain, on n'aura pas eu de vrai répit puisqu'une discussion sera en cours, puisqu'une réflexion sera en cours. Eh bien vous multipliez ça par 3 ou 4 ou 10 ou 100 et vous obtenez exactement ce que les patients qui souffrent de troubles de l'attention et de l'hyperactivité témoignent tous les jours de leur mécanisme de souffrance à leur psychiatre et qui leur pourrit leur quotidien, le quotidien de leur famille, leur travail, et qui est une réelle plaie. Et nous, avec nos smartphones, qui ne souffrons pas de troubles de l'attention et de l'hyperactivité, eh bien on se crée ce trouble. J'ai néanmoins utilisé mon joker d'urgence entre guillemets pour utiliser mon iPhone à plusieurs reprises. C'était à des moments précis, par exemple tous les numéros de mes patients sont enregistrés dedans, mon emploi du temps aussi, et parfois sans ordinateur, dans la rue, chez ma mère, eh bien mon activité professionnelle de kiné et de photographe ont pris le dessus sur ce challenge. C'est quand même comme ça que je contribue à nourrir ma famille. Faut pas pousser. Par exemple, un patient a annulé sur WhatsApp, je ne l'avais pas vu, et c'est quand même dommage de ne pas avoir vu cette notification pour pouvoir prendre un autre patient à la place. C'est dommage pour le patient, et c'est dommage pour mes comptes. Ensuite, l'autre moment où j'ai enfreint les règles, c'est pour mon passage aux urgences, pour une colique néphrétique. À ce moment-là, ça ne méritait pas que je me mette en difficulté vis-à-vis de mes consultations à reporter et des nouvelles que j'allais donner à ma famille, ainsi que de la nécessité, je dis bien la nécessité, de divertissement pendant les 11 heures de solitude, de souffrance et d'inquiétude à l'hôpital. Alors oui, j'aurais pu prendre un bouquin, mais j'avais vraiment beaucoup trop mal pour y avoir pensé avant. Et puis il y a aussi le lendemain, l'ordonnance du médecin numérisée dans mon mail pour obtenir mes médicaments à la pharmacie. Il y a finalement très peu de moments qui nécessite, et je dis bien nécessite, l'utilisation d'un smartphone. Et c'est pas par hasard si Tristan Harris, Tim Kendall, Justin Rosenstein et tous leurs potes suggèrent, proposent, comme conseil principal pour diminuer le risque de souffrance, de dépression, parfois même de suicide, d'isolement social, de douleur, bref, toutes les conséquences de l'addiction, eh bien, l'absence totale de smartphone, au moins à la maison. Alors que ce sont eux qui ont contribué à notre dépendance. C'est un peu comme si Pablo Escobar vous donnait des clés et des conseils pour augmenter votre espérance de vie, pour ne pas être malheureux au travail, pour ne pas pourrir votre vie et la vie de votre famille, pour ne pas être en faillite, pour ne pas sombrer dans la violence et le trafic. Enfin bref, pour ne pas subir tout ce que l'addiction à la cocaïne peut engendrer. Notre cerveau, comme le reste de notre corps, a besoin de stimulation, mais il a aussi besoin de repos. Nous avons tous besoin de répit, de moments de calme, de moments de synthèse, d'imagination, de rêve. Laisser notre esprit divaguer, c'est sain. Si ça, c'est source d'anxiété chez vous, alors il faut vous faire aider. Alors il faut consulter. Je ne vous donnerai pas de conseils pour vous sensibiliser ou des astuces pour diminuer votre addiction au smartphone. Parce que petit 1, chacun a sa propre notion, sa propre vie face à l'addiction. Et je ne vais pas inventer des règles qui pourraient être applicables à tout le monde. Deuxième raison, toutes les astuces qui existent au sein même du téléphone, par exemple se mettre en mode avion, se mettre en mode ne pas déranger, désactiver les notifications, etc. Eh bien d'accord, ça peut diminuer peut-être de 10% ou de 5% toutes les conséquences de vos addictions. Mais ça, c'est surtout Apple, Google, Microsoft qui s'achètent une bonne conscience en vous faisant croire qu'avec cette petite option, eh bien en fait ça va changer radicalement votre vie. Ces petits conseils, ces petites astuces, c'est pour les enfants qui sont en cours de création d'addiction. Mais nous, en tant qu'adultes, ce qu'il faut, c'est changer radicalement d'habitude. On ne soigne pas son addiction à la cigarette ou à l'alcool en passant d'une bouteille de whisky par jour à 2 verres de whisky par jour, ou un paquet de cigarettes par jour à un tiers de paquet de cigarettes par jour. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous n'avons pas besoin de la reconnaissance et de l'approbation, ou de la critique, de personnes que nous ne connaissons pas, et en continu. En continu. Un FaceTime, évidemment que c'est cool quand on est à 8000 km, évidemment. Mais quand on habite à côté, ne pas se parler pendant 2 semaines pour se voir 1 heure, c'est quand même un peu plus humain et authentique que n'importe quel échange de capture d'écran, de vidéo, pendant 6 mois sans se voir.
Alors oui, il y a pour un photographe comme moi un plaisir intense à documenter les événements de la vie, mais se balader avec un gros appareil photo toute la journée, c'est impossible. Et avec le smartphone, c'est vrai qu'on dégaine l'appareil en 3 secondes. Après, bon, c'est pratique, c'est tout. Mais il y a d'excellents appareils photo à 200 €. Donc un téléphone à clapet à 50 balles et un appareil photo à 200 €, ah bah ça fera pas le prix d'un iPhone, hein. Après, il y a l'éternelle question, est-ce qu'on préfère vivre le moment sans le documenter et sans le photographier? Est-ce qu'on peut vivre le moment en le photographiant, en le documentant? Est-ce que c'est compatible? C'est un autre sujet. Deuxième chose, en 2023, sans smartphone, on s'isole socialement. Très peu de personnes m'ont contacté pendant ce mois. Bah oui, parce que ça prend du temps d'écrire un SMS, donc ça me prend du temps de répondre. Pas de visio, pas de WhatsApp, pas de partage de tweets ou de vidéos marrantes ou intéressantes. Tout ça, je ne pouvais pas les recevoir. Donc personne ne me les envoyait. Ou alors on m'en a envoyé, parce que j'avais je crois 250 notifications sur WhatsApp, mais comme il n'y avait pas de réponse, eh ben, les gens n'insistaient pas. D'ailleurs, pourquoi ne pas m'appeler pour savoir s'il ne m'est pas arrivé quelque chose? Alors j'ai vu un peu plus des gens que j'aime. D'ailleurs, personnellement, je préfère voir plus régulièrement pendant 3 heures des personnes que j'aime que communiquer par WhatsApp pendant 6 mois avec elles et communiquer avec 40 ou 50 ou 100 personnes avec la superficialité et l'illusion de proximité de WhatsApp et d'Instagram. Il y a une question que je me pose d'ailleurs, c'est puis-je me permettre de m'isoler encore plus que je ne suis déjà forcé de l'être avec mes problèmes d'interaction sociale? En vrai, je ne sais pas. Pour le moment, j'ai 2 options. Soit je vais garder ce téléphone à clapet avec ma puce SIM dedans et avoir l'iPhone à proximité mais en mode avion sans puce dedans au cas où j'en aurais besoin comme je l'ai fait pendant ces 30 jours. Ou alors, je vais reprendre l'iPhone mais je pense que je vais n'utiliser Internet que quand j'ai du Wi-Fi et en me posant la question, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est du divertissement et du vide que j'essaye de combler? Évidemment, ça va être difficile parce que les habitudes sont déjà en place. En résumé, on est tous face à des mécanismes qui, une fois activés, vont se renforcer par eux-mêmes, par l'intermédiaire de nos habitudes. C'est un peu comme si, tous les jours, on serrait les liens qui nous maintiennent prisonniers. Avec le smartphone, les personnes qui ont inventé, qui ont déclenché, qui entretiennent nos mécanismes d'addiction ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont juste des personnes qui connaissent mieux que nous comment on fonctionne. Et plus on renforce notre addiction par l'illusion de petites doses de bonheur qu'on s'octroie au quotidien par l'intermédiaire de la dopamine, plus ils nous comprennent. Et plus ils consolident et intensifient notre addiction avec toutes les conséquences néfastes que ça peut entraîner. Alors est-ce qu'on est totalement impuissant face à ça? Est-ce que c'est David contre Goliath? Est-ce que c'est Krillin contre Freezer? Non. En réalité, on est une victime que si on se considère comme victime. Et plus on se considère comme victime, plus on renforce ce sentiment de proie, de dominer. Alors que ce sont nos habitudes qui ont créé tout ça. Et nos habitudes, nos réactions face à l'addiction, face à la substance, eh bien ça peut évoluer. Je vais finir par cette petite anecdote sympa. Hier soir, j'ai proposé une cuillère de Nutella à ma mère, elle en a pris 3 et elle a refermé le pot de manière assez vive et de manière ironique, elle me dit « C'est vraiment une horreur, ce truc ». Ce à quoi je lui ai répondu « Ce n'est pas une horreur. Ce qui est horrible, ce n'est ni le Nutella, ni la raclette, ni la crème fraîche. Ce qui est horrible, c'est qu'on réalise qu'on n'a pas le courage, qu'on n'a pas la force de dire non. Ou alors qu'on n'a pas la force, qu'on n'a pas le courage d'aller marcher, peut-être 25 minutes, pour aller éliminer les 350 kcal des 3 cuillères de Nutella. Ça, c'est horrible.